Take me round the world and back again. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir, dépendamment de vos invités. Nous avons une super occasion aujourd'hui encore. Nous avons une nouvelle édition de Newsology, pas la moindre. Aujourd'hui nous avons un grand homme, un grand nom, un grand monsieur. Nous avons monsieur Malo Mobutu. Bonjour monsieur Malo Mobutu. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Je vais très bien. D'accord. Pour notre audience, Newsology, c'est une petite aventure qui a commencé, basée sur mettre en avant des profils de Congolais qui excellent dans leur domaine de présélection, qui excellent dans tout ce qu'ils font. Et là aujourd'hui, nous avons vous, avec vos attributions en tant que gouverneur, en tant qu'individu. Et déjà, votre nom n'est pas... tout le monde est connu. Votre nom est connu, tout le monde le connaît. Donc, comment vous présentez? Qui êtes-vous? Alors, je suis Malo Mobutu Ndimba, fils de Manda Mobutu Ndimba et petit-fils du maréchal Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga. D'accord, impressionnant. Cela étant dit, je suis un homme marié à une charmante épouse et père de 4 enfants. D'accord. Ma prochaine question sera un peu cliché, je vous demanderai de me pardonner. D'accord? Cliché par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous a conduit sur cette voie politique? Alors, c'est relativement inné, si je puis dire. Comme vous le savez, mon père, Manda Mobutu, avait un parti politique. Le RNP, c'est ça? Exactement, le Rassemblement National Populaire. Grâce à lui, à cette image, à cette volonté, qui m'a donné le goût de la politique, et bien sûr également le goût de restaurer le blason du nom familial, tout en m'appuyant, en tout cas, sur l'expérience que j'ai eue récemment, avant de devenir gouverneur, en tant que conseiller au sein d'un ministère de la République démocratique du Congo. Oh, c'est parfait ça. Donc c'est une affaire de famille. On peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. D'accord. Et vous pensez que c'est un talent inné que vous avez? Alors, talent inné, je n'irai pas jusque-là. La politique est dynamique, ça s'apprend relativement au quotidien. Mais c'est vrai que l'amour, en tout cas, de ce métier, de vouloir changer les choses, de donner le meilleur de soi-même et de faire avancer, en tout cas, mon pays et particulièrement ma province que je représente aujourd'hui, dans les plus hautes sphères, de l'État, mais dans les plus hautes sphères internationales, c'est ça qui est mon leitmotiv aujourd'hui. Absolument. Et aujourd'hui, parce que peut-être que certains ne le connaissent pas, la diaspora, vous êtes aujourd'hui gouverneur du Nord-Ubangi, c'est ça? C'est bien ça. Et quelle est votre vision politique par rapport à votre province en ce moment? Alors, c'est vrai que c'est beaucoup la renaissance et la restauration de ma province. Cette province a été longtemps marginalisée, malheureusement. Et aujourd'hui, nous sommes devenus de nouveau, nous sommes remis sur la place nationale et stratégique, ce qui permet à ma province de voir un développement certain pour l'avenir. Et pour cela, en tout cas, je me bats corps et âme pour démontrer que nous existons et que nous allons continuer à exister. D'accord, parfait. Et comment est-ce que vous approchez vos responsabilités? Parce que, à titre de savoir, je sais que vous voyagez, vous allez à gauche et à droite pour chercher des sponsors pour pouvoir développer la province. Parce qu'on le sait très bien qu'après l'Amazonie, le Congo, l'Équateur, la forêt équatoriale est la forêt la plus dense et la plus importante du monde en termes de l'agriculture, différents domaines. Quels sont les domaines, vos responsabilités, quels sont les domaines que vous voulez développer cette province particulièrement? Alors, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, je suis axé sur tout ce qui est économie verte. Il faut savoir comme quoi le crédit carbone, la préservation de la nature, tout ce qui est agro-industrie fait partie en fait des prérogatives et de ce que la province peut fournir aujourd'hui. Donc, nous sommes dans cette voie de moderniser, en tout cas, non seulement l'état de pensée de la population, mais également de faire bénéficier sur le long terme, donc à court, moyen et long terme, l'économie verte à la majorité de la province. Et pour cela, nous allons tenter de pousser des filières qui étaient déjà existantes, comme l'huile de palme, le café, le cacao, et les faire bénéficier de cette manne qui est relativement nouvelle pour nous, l'économie verte, mais que je suis sûr et certain que nous pourrons faire bénéficier en tout cas toute la province du Nord-Ubangi. Quel est l'impact que vous pensez qui est immédiat dans la communauté du Nord-Ubangi par rapport à votre projet de société, votre projet pour la province? C'est vrai qu'aujourd'hui, en regardant l'état de ma province dans sa généralité, on peut penser et croire comme quoi les choses avancent à pas de tortue. Mais en réalité, nous sommes dans une nouvelle dynamique, un nouveau management, une vision totalement différente, étant donné que c'est vrai que
je rencontre des défis qui sont quand même assez majeurs et cela prend du temps à expliquer, à sensibiliser, surtout dans une population qui est relativement vaste et comme je l'ai dit et je me répète, marginalisée pendant un certain temps. Mais les premiers pas dans l'immédiat seront une industrie semi-industrielle qui devrait se mettre en place dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, mais surtout bénéficier, comme nous l'avions dit auparavant, de cette manne financière qui est l'économie verte. C'est vrai que ça va se voir sur le très long terme, mais il y a des échelons qui sont mis en place pour faire bénéficier à la population des moyens de subsistance et aussi de tout ce qui est biens sociaux qui pourraient être mis à leur disposition dans les plus brefs délais. D'accord, je suis d'accord avec vous. Et par rapport aux collaborations, au niveau provincial ou au niveau national, comment est-ce que ça se passe? Alors, aujourd'hui, les provinces qui constituent l'ex-Grand Équateur, donc nous sommes 5 aujourd'hui, nous avons des éléments fédérateurs qui permettent à chacune de nos provinces de travailler ensemble, surtout, comme je l'ai dit, dans le domaine de l'économie verte, particulièrement dans le crédit carbone, ce qui permet de capitaliser ce crédit carbone qui est généré par chacune des provinces. Et bien sûr, c'est un travail qui donne un certain accomplissement lorsque nous sommes en groupe. C'est beaucoup plus facile de parler aux institutions internationales et aux investisseurs dans tout ce qui est crédit carbone lorsque, je dirais, le cheval semble un peu plus gros, si je puis dire. Absolument. Mais c'est vrai que cet aspect fédérateur nous a permis maintenant de travailler tous ensemble, main dans la main, surtout sur des projets interprovinciaux, comme les routes de dessert agricole ou les routes nationales. Nous avons également tout ce qui concerne l'industrie de base, et comme le sucre et autres, qui permet en fait des échanges économiques entre les provinces. Mais c'est vrai que ce sont des projets en venir, et nous espérons en fait une fin favorable vis-à-vis de ça. D'accord, d'accord. Vous avez fait allusion aux défis que vous rencontrez, les difficultés, les obstacles. Est-ce qu'on peut revenir et mettre en action dessus? Certainement, certainement. Par rapport aux défis, déjà, on a déjà établi que c'est une des provinces les plus pluvieuses du monde, d'accord? Tout à fait. Le Nord-Ubangi. Et est-ce que vous me racontez un peu quelques défis que vous rencontrez de manière quotidienne? Certainement. Le défi majeur que nous avons au sein de la province reste tout ce qui touche le domaine des ressources humaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, suite à la réalité que nous vivons aujourd'hui, les ressources humaines ont besoin d'une implication et un renouvellement des bases pour que les gens deviennent, la population du Nord-Ubangi soit de plus en plus proactive et professionnelle. Et les autres défis sont les défis que nous connaissons tous, c'est-à-dire les infrastructures de base que nous manquons, l'accès à l'eau et à l'électricité bien sûr, et pour finir, c'est l'accès aux soins de santé de qualité qui reste malgré tout à un niveau relativement inférieur. D'accord. Juste pour suivre sur la même question que à laquelle vous venez de répondre, sur terrain, d'accord? Sur terrain, comment est-ce que, peut-être que vous venez d'un milieu assez privilégié, d'accord? Mais je sais que dans votre enfance, je sais qu'il y avait un attachement particulier à la province du Nord-Ubangi. Comment est-ce que comment qu'on appelle les habitants du Nord-Ubangi? Les Nord-Ubangiens. Les Nord-Ubangiens, moyens, lambda. Quels sont leurs problèmes quotidiens? Leurs problèmes quotidiens sont souvent des problèmes de nécessité immédiate, c'est-à-dire comment se vêtir, comment manger tous les jours et comment gagner un minimum d'argent pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est bien sociologique de base, si je puis dire. Ouais. Alors, c'est un travail de longue haleine. Comme je l'ai dit, nous devons sensibiliser la population, nous devons surtout emmener les entreprises à investir au niveau du Nord-Ubangi. C'est vrai que j'ai tendance à avoir une politique plutôt économique qu'une politique politicienne, Absolument. si je puis dire, Ouais. où j'essaye de faire comprendre et d'entrevoir aux entreprises étrangères, aux investisseurs, toutes les opportunités et les possibilités qu'ils peuvent avoir en venant s'installer au Nord-Ubangi. Aujourd'hui, la Constitution me permet, en tant que gouverneur de province, d'accompagner et d'engager avec les entreprises internationales sans nécessairement avoir un besoin pressant de
passer à travers Kinshasa. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. La province a été marginalisée et délaissée. Et aujourd'hui, nous sommes de nouveau au devant de la scène et ça prend du temps de convaincre les interlocuteurs de venir chez nous. Mais je reste confiant, ça sera le cas d'ici quelques années. Absolument. Et en rapport avec votre réponse précédente, vous avez mentionné qu'il y a un problème en relations humaines, les compétences, peut-être le niveau d'éducation et tout ce qui suit. Qu'est-ce qui permettrait de mesurer vos indicateurs pour mesurer le succès de votre plan en rapport avec le Nord-Ubangia lambda? Bon, le succès de mon plan, ça c'est peut-être un peu trop tôt. Ça ne fait qu'un an que je suis en poste. Absolument, ouais. En fonction. Donc je crois que ça viendra lorsque le temps sera, lorsque nous arriverons à ce temps-là, si je puis dire. Mais aujourd'hui, nous avons l'accession aux réseaux sociaux. La population est relativement jeune, elle a accès aux réseaux sociaux, elle a beaucoup plus tendance à s'ouvrir et à donner son point de vue sur les différentes démarches et sur le management qui est mis en place, ce qui nous donne déjà une idée précise de leur tempérament du moment, mais c'est vrai que nous avons également tout ce qui est enquête aléatoire et bien sûr, en tant que gouverneur de province, j'ai tous les services de l'État mis à ma disposition qui me permettent également d'avoir en tout cas, d'avoir l'idée principale de ce que la population pense de la direction de sa province et de l'exécutif provincial. Et comment est-ce que vous comptez capitaliser sur la vie de la population locale et comment est-ce que vous pensez évaluer votre travail sur terrain? Bon, comme je vais le répéter une fois de plus, c'est relativement tôt, cela ne fait qu'un an. Aujourd'hui, nous sommes tous focalisés sur les prochaines élections qui devraient arriver à grands pas. Donc je vous donne rendez-vous après ces élections pour pouvoir donner un avis précis sur cette question. D'une manière beaucoup plus globale, M. Mobutu, il est vrai que depuis 1997, il y a toute une frange de la population congolaise, des Zaïre à l'époque, qui a dû avoir évolué à l'étranger, ce qu'on appelle la diaspora, et aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont en train de revenir sur le pays. Et dans votre cas particulier aussi, certains ont été contraints à aller en exil. Est-ce que vous pouvez un peu raconter votre parcours en partant en 1997 jusqu'en 2023, votre parcours politique, familial, expérience, en tous les sens? Certainement. C'est vrai que mon parcours politique est arrivé beaucoup plus tard. Mon parcours familial m'a emmené à vivre dans différents pays, dont le Congo bien sûr, l'Afrique du Sud, la France, la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cette expérience m'a permis en tout cas de me modeler d'une certaine manière, de comprendre exactement comment se comporte le monde du travail façon européenne, si je puis dire. Et ma vie professionnelle par la suite m'a ramené en Afrique, où j'ai majoritairement travaillé en Afrique australe, en Moyen-Orient et un petit peu en Chine. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis également de créer maintenant tout un panel de contacts que j'utilise aujourd'hui en tant que gouverneur de province pour faire évoluer, les choses et surtout donner une chance à la province du Nord-Ubangi de sortir du carcan dans lequel elle est. C'est une expérience qui est relativement riche, je dois l'avouer. Ça n'a pas toujours été facile. Ça a été à des moments donnés très très difficile, mais je m'en sors grandi, si je puis dire, et j'invite à toute personne qui a ce genre d'expérience de mettre ça en avant, si je puis dire, parce que ça permet en fait d'humaniser les choses et de voir les relations humaines, de voir les gens qui nous entourent d'une manière totalement différente. Mais si je peux me permettre, on a déjà établi que le Nord-Ubangi est un couteau qui peut être considéré de deux côtés, d'accord? Si je peux me permettre, comment est-ce que vous avez vécu, à titre individuel, le départ du maréchal en 1997 et jusqu'à peu près aujourd'hui, en revenant, en ayant encore une vie normale, en tant qu'individu? Parce qu'avant, c'était, excusez-moi, première classe caviar, et de première classe caviar à chercher son pain en travaillant 5 heures, 10 heures. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette situation et l'adaptabilité dont vous avez fait preuve pour pouvoir revenir encore au pouvoir à titre personnel?
Je crois que le mot a été dit par vous, et c'est le bon mot en tout cas, c'est cette adaptabilité. L'être humain a tendance à s'adapter lorsqu'il est mis dos au mur. À ce moment-là, le dos de toute ma famille était au mur. Nous avons dû nous adapter, nous avons dû travailler, nous avons dû voir les choses différemment. Comme je l'ai dit auparavant, c'est pas évident, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais l'être humain est tel quel et aujourd'hui, cette expérience m'a permis de faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui et a permis de faire de moi également, je pense en tout cas, un gouverneur de province peut-être avec une vision plus claire de là où il aimerait apporter sa province dans un futur proche. Il est vrai que selon l'OMS, selon plusieurs différentes analyses à travers le monde, il y a une projection, et selon CCIA Factbook, il y a une projection que la population congolaise va augmenter de quasiment 100% de 2030 à 2055. On risque d'atteindre les 200-300 millions de personnes, d'habitants au Congo. Et tout le monde sait que la province du Nord Ubangi regorge de toutes les ressources naturelles pour pouvoir nourrir tout ce monde. Et que, d'après l'incentive et d'après le discours de son Excellence le Président de la République, c'est qu'il faut créer des millionnaires congolais. Maintenant, qu'est-ce que la province du Nord Ubangi est prête à offrir à toute cette nouvelle classe de la diaspora congolaise qui s'en sortent à gauche et à droite dans plusieurs différents pays pour pouvoir venir et réinvestir au pays? Qu'est-ce que vous, M. Mobutu, vous offrez à cette diaspora? Parce que, une grande partie de votre vie, vous en faisiez partie aussi. Oui, je suis diaspora et je n'ai aucune honte de le dire. Avant de répondre concrètement à votre question, il est important de comprendre ce qu'est le Nord Ubangi aujourd'hui. C'est vrai que je la représente, mais il faut d'abord comprendre de quoi est-ce que nous parlons. La province du Nord Ubangi est la province qui se trouve au nord-ouest de la RDC, ce qui veut dire c'est une province de 56 644 km². Nous parlons relativement de 2 fois et demi la Belgique et de 4 fois le Rwanda. Donc vous pouvez imaginer le mastodonte de terre que cela comporte, pour une population approximativement de 1,4-1,5 million d'habitants. C'est une province qui est très très riche potentiellement, qui a tous les atouts pour emmener, les investisseurs au sein même de ma province. Mais c'est vrai que la diaspora aujourd'hui est la mieux indiquée pour pouvoir investir une fois de plus dans son propre pays. C'est une province qui a des ressources minières qui se trouvent là. Nous sommes très minéralisés. Nous avons de l'or et du diamant. Nous avons de la terre à ne plus savoir quoi en faire. Des terres arables. Exactement, avec une pluviométrie qui est très très importante. Nous n'avons que 2 saisons par an. Une saison pluvieuse de 9 mois et une saison sèche de 3 mois, ce qui permet quand même un rendement industriel dans le domaine agro-industriel très important, avec des terres arables, comme vous l'avez si bien dit. Et chez nous, relativement tout pousse, et cela pousse sans engrais. Mais justement, quel genre de politique vous mettez en place en ce moment par rapport à la répartition de terres? Est-ce que, je ne sais pas, c'est à vous et vos conseillers, est-ce qu'il y a des quotas pour pouvoir attirer la diaspora, qu'elle puisse venir créer de nouveaux millionnaires, comme je dis, de nouveaux riches, investir dans les terrains? Je ne sais pas si vous allez faire ça sous forme de corporation, coopérative. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, dans l'immédiat, ce sont des projets qui sont en cours. C'est vrai que nous travaillons sur des lois, des législations qui pourraient maintenant attirer les investisseurs nationaux, locaux et pourquoi pas la diaspora particulièrement à revenir investir dans notre pays. Mais c'est vrai que les terres arables sont à leur disposition. C'est le gouverneur de province qui peut leur allouer ces terres. Tout dépend en fait du projet qui sera mis en place. Il faut une sorte de business plan qui établit le projet qui doit être mis en place. Et à partir de ce moment-là, la province peut prendre l'engagement non seulement de leur allouer des terres, mais également de leur faciliter, de les aider sur les exonérations, sur la logistique, parce que c'est gagnant-gagnant dans tous les sens. La province aura une population locale qui sera employée, qui gagnera quelque chose à la fin du mois, et ça permettra également à l'investisseur, dépendamment de sa taille, et si encore plus il est congolais, de bénéficier maintenant des bienfaits de son propre pays. Avec Newsology, on a tendance à prendre une approche qui est un peu informelle. Je comprends que par rapport à vos fonctions, nous devons respecter la sacralité de l'État et tout ce qui suit, mais
on n'est pas sans savoir que votre nom est un nom qui peut être considéré comme un couteau à double tranchant. Qui signifie? Il a les avantages et les désavantages. Maintenant, comment est-ce que vous inscrivez sur le temps? Non seulement par l'héritage de votre grand-père, le feu maréchal Mobutu, mais avec votre père, avec le RNP, M. Banda Mobutu, et maintenant avec vous-même. Comment vous inscrivez sur le temps votre approche politique, votre héritage politique? Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Certainement. Je crois que ça va être relativement simple. Il faut savoir, le maréchal Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Et je crois que suite à ces 32 ans de pouvoir, on apprend le négatif et on apprend le positif. Donc le nom Mobutu fait partie intégrante de l'ADN de la République démocratique du Congo. Même de l'Afrique centrale. Nous pouvons voir très loin, c'est vrai. Absolument. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, l'actif et le passif font partie de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous vivons. Donc je crois que ça résume relativement où est-ce que je me vois, peut-être dans les années futures. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner la République démocratique du Congo à travers son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cela permet aussi de voir une certaine collaboration entre le passé et l'avenir. Et il n'y a que ça que nous cherchons pour notre pays aujourd'hui. Et par rapport à ça, juste pour reprendre sur la réponse que vous venez de dire avec autant de grâce, comment est-ce que vous partagez les leçons venant de l'héritage du maréchal, s'il faut être spécifique, le passif, négatif, jusqu'aujourd'hui? Comment est-ce que vous partagez les leçons apprises de votre accession depuis votre poste de gouverneur? Alors, c'est un sujet qui est relativement vaste. Je crois qu'on pourrait Allez dire, dans tous les sens. Hein. on pourrait dire énormément de choses là-dessus, mais pour rester concentré, je pense que nous avons appris que le management de masse, si je peux dire, de la population vient avec une vision précise. Aujourd'hui, nous avons plus que besoin que cette vision soit mise en exergue une fois de plus et que l'homme congolais se retrouve une fois de plus au centre de l'échiquier national et international. Que nous sachions exactement quelle est notre fonction aujourd'hui. Je pense que cela est en train d'arriver petit à petit. Dès le moment où nous saurons exactement à quoi nous devons servir. Je crois que le maréchal Mobutu l'avait dit à l'époque que le Zaïre, le Congo d'aujourd'hui, était au milieu de l'Afrique et que nous étions la gâchette de l'Afrique. Je pense que ça voulait absolument tout dire. Nous devons revenir à cet état d'esprit. La gâchette se trouve en RDC aujourd'hui et nous devons l'activer dès que possible pour l'avenir de nos enfants. D'accord. Et quels sont les conseils que vous donneriez à quiconque veut se lancer en politique en ce moment? Je donnerais les conseils d'être... il faut être national ou provincial? Dans les deux sens, il faut être très très courageux. Ça, je dois l'avouer. Il faut être constant dans ses idées, croire en soi. C'est très très important. Mais la partie la plus importante, à mon humble avis, c'est surtout de ne jamais lâcher prise. Il ne faut jamais lâcher prise. La politique est très très dynamique. Elle n'est pas toujours évidente. Et ne jamais lâcher prise, savoir que nous sommes là pour faire avancer les choses. Je crois que c'est ça qui permet de donner et de mettre sa pierre à l'édifice de ce que nous appelons aujourd'hui la RDC. D'accord. Bon, notre audience, comme vous le savez, c'est la diaspora, c'est les Congolais. On vise une audience de personnes qui, non seulement qui ont un travail, mais qui ont des activités commerciales à côté. Donc on veut un peu sortir du côté formel, traditionnel, et avoir une conversation. Tout le monde veut savoir qui est Malo Mobutu. Je reviens à cette question. Qui est Malo Mobutu? Et aussi, permettez-moi, excusez-moi de vous interrompre. Certainement. Permettez-moi, vous étiez en première classe, si je peux dire, de voir un grand homme qui a régné sur ce pays pendant 32 ans. Vous avez vu la pression du pouvoir, vous avez vu tout ce qu'il a ressenti. Vous avez vu, d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect, l'humain avec sa famille, le président, mais dans ses temps privés. Maintenant que vous avez accédé à des positions de pouvoir, d'accord, en étant gouverneur, comment est-ce que vous pouvez avoir plus d'empathie par rapport à ce que le maréchal, avec le poids des responsabilités? Je pense que la première chose à comprendre, c'est que j'étais un enfant, jeune enfant et préadolescent, si je puis dire, jusqu'au départ du maréchal. Je devais avoir 16 ou 17 ans lors de son départ. Et pour moi, à ce moment-là, il n'était en réalité qu'un grand-père. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La politique, à ce moment-là,
ne résonnait pas encore, si je puis dire, dans nos oreilles. C'était un grand-père qui avait l'aura qu'il avait. C'est vrai que nous en tant qu'enfants, nous avions tendance, un tant soit peu, à pas le vénérer, mais avoir un petit peu peur. Parce que avec cette voix rauque qu'il avait, c'est vrai que dès qu'il appelait quelqu'un, il faut s'imaginer que nous aussi, nous nous mettions quasiment au garde-à-vous. Donc c'était pour moi un grand-père généreux, avec qui j'adorais passer du temps, en tout cas pour le peu de temps que j'ai pu passer avec lui de manière totalement privée. Je crois que j'ai été l'un des rares grands petits-fils, excusez-moi, à avoir pêché avec lui de manière totalement individuelle, ce qui n'arrivait pas souvent à l'époque. Mais nous avons appris comme quoi l'homme passe, mais les idées restent. Absolument. Et je pense que les idées du maréchal Mobutu sont restées. Aujourd'hui, nous le vivons encore, malgré les défis et les turpitudes que nous connaissons aujourd'hui. Mais je suis sûr et certain que le Congo se relève petit à petit et que nous reviendrons sur ces idées. Et cela apportera un bien-être fou à la population congolaise. Absolument, mais encore pour revenir, si vous me permettez d'insister dessus, c'est quasiment une dynastie. Est-ce que vous pouvez me donner un aperçu du poids des responsabilités d'avoir une grande province comme le Nord-Ubangi qui est quasiment, déjà avec la forêt équatoriale, qui est une des plus grandes forêts denses après l'Amazone, avec ce poids de responsabilité, comment vous le portez? C'est naturel? Ça fait partie de votre code génétique ou quoi? Alors, naturel, je n'irai pas jusque-là. Et non, j'irai même très très loin de là. Il faut savoir que l'État ne s'arrête jamais. L'État ne s'arrête jamais, c'est-à-dire matin, midi et soir. L'État est là, je fais partie de l'État, je le manage. Et ce qui veut dire que c'est un poids énorme sur mes épaules, comme vous l'avez si bien dit, couteau à double tranchant, avec un nom qui est également pas toujours évident à porter, mais pour lesquels j'ai une certaine fierté et pour lesquels je me sens responsable de l'emmener maintenant, une fois de plus, au plus haut niveau du sommet, si je puis dire, et partager cette expérience avec toute personne de bonne volonté qui souhaite également la partager avec moi. D'accord. Que devons-nous retenir de Malo Mobutu? Je suis un homme, en tout cas je l'espère, relativement humble, simple. Je suis un homme de famille avec qui je passe la majorité de mon temps libre, si possible. Je suis un homme qui aime la musique. Par exemple, qu'est-ce que vous écoutez? Si on prend votre téléphone, quelle est la première chanson à laquelle on tombe qui est tout le temps en repeat? Alors, ça sera certainement une chanson de Barry White, certainement. Barry White. J'aime énormément les chansons des années 70-80. Motown? Oui, également. Et je suis un homme de cinéma également, et plus particulièrement les films de James Bond. Je pense que ça ouvre l'esprit. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre. Quel est votre préféré Bond? Sean Connery, Lazenby, Roger Moore, Daniel Craig? Je suis très classique, donc pour moi ça restera éternellement Sean Connery. D'accord. Pour moi ça restera éternellement Sean Connery, ça c'est sûr et certain. D'accord. Mais pour finir, que devons-nous encore retenir de Malo Mobutu? Disons, non seulement en tant qu'homme, excusez-moi, en tant que petit-fils du maréchal, fils d'Oman Mobutu, et en tant que gouverneur de la province du Nord-Ubangi. Que devons-nous retenir de Malo Mobutu pour le public qui ne vous connaît pas? Je suis un jeune en politique aujourd'hui qui a la volonté de vouloir non seulement bien faire, mais également apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai que je ne suis peut-être pas encore arrivé à mon full potentiel, mais sachez-le tous que j'ai été nourri pendant mon enfance et pendant mon accession jusqu'au poste de gouverneur de province avec les termes de la paix, l'unité et le travail. Et cela compte énormément pour moi, pour un Congo fort et encore plus grand. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à l'audience. C'est vrai que je n'ai pas été régulier récemment, mais aujourd'hui nous avons une super occasion, une spéciale occasion avec son Excellence, M. Malo Mobutu, qui nous a reçus dans un cadre assez convivial et de manière très impromptue. En tout cas, je vous remercie pour tous. Et voilà, c'est quasiment le but de Gnossologie, mettre en avant des profils qui emmènent du renouveau, non seulement pour le renouvellement de la classe politique congolaise, mais du renouveau en pensée. À première vue, c'est un monsieur normal. Donc, en gros, on essaie de mettre ces profils. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et monsieur Mobutu, vous avez un mot pour la fin? Je vous remercie à tous. Je pense que c'est une opportunité d'apprendre à tous à se connaître et surtout vous, me connaître encore plus. Et dès que l'opportunité se représentera une fois de plus, je serai toujours disponible.
En tout cas, merci bien, M. Mobutu. Merci Ça m'a beaucoup. plaisir. En tout cas, paix et prospérité et à très bientôt. Back again. As I'm searching for my soul out there.